Alors, bienvenue à cette deuxième soirée d'information qui est destinée aux membres des panels citoyens, société civile, partenaires institutionnels, acteurs socio-économiques et employés villes et réseaux de transport de l'agglomération de Longueuil. Panel organisé dans le cadre de la démarche participative sur la mobilité durable et sécuritaire, organisé par l'Office de participation publique de Longueuil en réponse au mandat qui lui a été confié par le Conseil ordinaire de la ville de Longueuil pour mener une consultation sur ce sujet. Les membres des trois panels ont pour mission de répondre à la question suivante: comment la ville peut-elle préparer la population à la transition vers la mobilité durable? Euh, Puisqu'à l'Office, on dit qu'il n'y a pas de participation sans information, la première étape de des travaux de ces trois panels, c'est de procéder à une phase ou de passer par une phase d'acquisition de connaissances pour pouvoir mieux comprendre le sujet sur lequel on les invite à se prononcer. Et puis, on a eu droit hier à 4 présentations fort intéressantes auxquelles les panélistes ont assisté. Présentations qui provenaient notamment de Polytechnique. On avait également quelqu'un de la Ville de Longueuil, de CA Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal. Alors, ce soir, on poursuit avec une autre série de présentations. On a 3 invités qui représentent 3 organismes différents qui vont également présenter des perspectives et expériences qui vont pouvoir vous éclairer dans vos travaux. Et puis, je vais d'ailleurs inviter dans les prochaines secondes notre première intervenante à prendre la parole. Il s'agit de Maggie Harvey, co-directrice générale de Trajectoire Québec. Elle a un bac en sciences de l'environnement et plein d'autres choses, mais notamment celui-là. Elle est chez Trajectoire Québec depuis 2022. Elle défend les droits des usagers du transport collectif. Elle sensibilise aux bienfaits de la mobilité durable et mobilise les acteurs pour développer des services accessibles, efficaces et sécuritaires. Alors, la parole est à vous. Bien, bonsoir. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Je propose de faire un survol, en fait, un survol toutefois très accessible de l'état du transport collectif au Québec, c'est-à-dire où nous en sommes, quels sont les défis et pourquoi on parle autant de crise dans ce secteur. Je vais ensuite faire quand même un petit zoom sur le cas de Longueuil, qui est un cas quand même représentatif là, des enjeux que je vais aborder. Puis je terminerai peut-être avec quelques éléments de réponse à cette fameuse question, comment préparer la population à la transition vers la mobilité durable. Donc, petit contexte, ce serait difficile de passer sous silence là, l'impact de la pandémie. Donc, depuis, peut-être, une dizaine d'années, le transport collectif avait connu une certaine expansion, si on peut dire, une augmentation de l'achalandage. On a vu arriver aussi des orientations gouvernementales. On s'est doté d'une politique de mobilité durable en 2018, donc on semblait quand même sur une belle lancée et arrive la pandémie, donc qui vient chambouler un peu nos habitudes de déplacement, et qui fait chuter l'achalandage. Là, évidemment, pendant le pic de la pandémie, on a juste arrêté de se déplacer. Et on a aussi au passage changé un peu nos habitudes de déplacement. Des fois, ça a été favorable. Il y a des gens qui se sont retournés un petit peu plus à la marche et tout ça, puis c'est des habitudes des fois qui sont restées. Mais on peut penser au télétravail aussi là, qui est venu modifier un peu nos patrons de déplacement. Mais bon, quand même, ceci étant dit, on le sait, le transport collectif, c'est un levier clé dans la transition écologique, dans la réduction des gaz à effet de serre, dans le développement économique et tout. Mais la réalité demeure, au Québec, plus de 85 des déplacements se font encore en auto solo. C'est pas toujours un choix, par contre, c'est plutôt que l'alternative n'est pas toujours accessible ou pas assez fréquente dans certains cas. Bref, c'est des alternatives qui répondent pas toujours aux besoins de la population. Mais pourtant, on sait autre chose et on le sait pour de vrai, lorsqu'il est fiable, le transport collectif, lorsqu'il est bien connecté, quand il est intégré et quand il répond aux besoins, eh bien, ça fonctionne. On le voit partout au Québec, on le voit ailleurs aussi dans le monde, donc les gens y adhèrent.
Alors, malgré toute son importance, le transport collectif fait malheureusement face à de nombreux défis, des défis majeurs. Je les ai regroupés, là, évidemment, on pourra en parler longtemps et puis tomber dans plein de nuances, mais je vais essayer de faire un survol de tout ça. Donc, évidemment, le financement, personne n'est surpris. C'est un modèle qui est plus ou moins viable pour plein de raisons, mais qui dépend un peu beaucoup de la tarification et de la part des municipalités. Donc, en gros, là, je vais y aller très, très bref, là, mais il y a un tiers qui peut venir du financement de de Québec, finalement, de notre gouvernement. Un tiers environ qui est la part des usagers, donc de ceux qui utilisent le transport collectif, et un tiers qui vient des municipalités. Mais ça fait quand même une grande pression, là, justement, sur la part des usagers et la part des municipalités. On a aussi des grands enjeux de fiabilité qui sont très liés à l'attractivité des transports collectifs. En fait, pour qu'il soit attractif, il faut qu'il soit fiable. Les gens, quand il est fiable, ils l'utilisent. L'attractivité, évidemment, bien, elle est menacée pour plein de raisons. J'en ai mis quelques-unes. On vit des pénuries de main-d'œuvre dans le secteur. On a du matériel roulant vieillissant. Là, ça peut être les autobus, les trains, le métro. On a un problème avec le maintien de nos actifs. Donc, des infrastructures qui sont vieilles. Notre métro va bientôt avoir 60 ans. Et puis, on commence à le sentir malheureusement. Donc, pendant trop longtemps, on a arrêté d'y donner de l'amour. Et puis là, ben, on commence à sentir les impacts malheureusement. Et voilà, la congestion aussi, évidemment, quand un autobus est pris dans le trafic, ben, il peut être en retard et pour les usagers, des fois, ben, ça a l'air d'être un service un peu moins fiable. Donc, il y a tout plein d'enjeux comme ça là, qui jouent sur la fiabilité du service. La transition climatique, évidemment, on sait que c'est un vecteur super important. Par contre, il y a quand même une pression qui vient de certains objectifs qu'on s'est mis, notamment l'électrification. Donc, l'électrification, on s'est mis des objectifs assez rapides là, à court terme d'électrifier nos autobus au Québec. Fait que ça paraît super bien quand on dit ça, mais ça vient avec des enjeux, ça fait une pression au niveau des sociétés de transport et puis ça menace l'offre de service. Et là, je le rappelle, là, quand l'offre de service est menacée, on a moins de monde dans le métro, on a moins d'usagers qui payent, on a moins de financement et là, on est dans un beau cercle vicieux dans lequel on ne veut pas rentrer, on veut plutôt inverser ça. La compétition modale, il faut quand même le nommer. Je le disais un petit peu tout à l'heure, mais l'auto est très dominante, surtout en périphérie des centres urbains et également en région. Il ne faut pas oublier nos régions aussi. Les régions ont des enjeux qui sont propres à eux. Ils desservent, bon, ils sont sur des territoires plus vastes, pardon, avec des plus petites densités de personnes. Donc, des fois, pour déplacer des gens, c'est sur des très, très longues distances. C'est pas évident de faire ça. Ça prend souvent des solutions adaptées. Et les régions, malheureusement, sont très peu, ben, reçoivent très peu de soutien pour le développement de leur réseau. Donc, c'est pour ça qu'en région, on en a beaucoup moins. Ils ont besoin de soutien. Et il y a plusieurs personnes, malheureusement, plusieurs Québécois, Québécoises en région, qui n'ont juste pas d'alternative à l'auto solo. Donc, c'est vraiment la réalité, là, dans certaines régions, il n'y a juste rien. Il n'y a même pas de taxi. Je voulais quand même amener une petite note positive, là, parce que là, on parle des grands défis, puis ça a l'air immense, puis c'est l'est, là, veut pas, mais il y a quand même des raisons d'être optimiste. Tu sais, on voit l'apparition de super beaux grands projets, des projets structurants qui se concrétisent. On peut penser au REM pas très loin. On a des SRB, donc des réseaux de rapides d'autobus. Il y a plein de beaux corridors de mobilité active aussi. Donc, les municipalités ont mis en place et déploient des super beaux corridors pour assurer que nos déplacements piétons soient plus sécuritaires, que les déplacements en vélo soient plus sécuritaires. Et tout ça, c'est vraiment génial. Donc, il ne faut pas sous-estimer les petites avancées comme ça qui sont plus locales, mais qui font bouger les choses. On voit aussi des fois des hausses de fréquence quand même malgré tout, là. Il y a des gens qui sont créatifs dans ce secteur-là puis qui arrivent quand même à faire en sorte que nos services sont améliorés. Je voudrais revenir aussi là, sur le fait que chaque amélioration apporte vraiment réellement cette réponse claire. Quand on améliore l'offre, les gens reviennent, les gens l'utilisent. Donc, ça, c'est super important de garder ça en tête puis de surfer un peu sur cet élément très positif. Donc, je ramène souvent un peu ça, là, mais la fréquence crée l'achalandage, la facilité, la simplicité, donc crée la confiance. Puis l'intermodalité qui est bien faite, ben, ça crée des nouveaux usagers. Donc, on sait qu'il faut aller dans cette direction-là. Bref, la transition, tu sais, des fois, elle a l'air immense, là, puis ça a l'air d'être un gros défi, mais elle est réelle, elle est bien entamée à différents niveaux. Donc, il y a quand même quelque chose de positif par rapport à ça. Petit focus sur
Ah, je vais passer, là, je ne veux pas rentrer trop en détail dans le financement. Je vais pas de Longueuil, attendez, ouais, c'est important. Longueuil, ce qui est intéressant, c'est ça reflète plutôt bien, en fait, la transition parce que c'est un territoire en grande transformation là, au niveau de la mobilité durable. Bon, tu sais, il y a quand même une pression démographique, on a des pôles d'emploi en croissance, bref, il y a des besoins qui émergent, il y a des nouveaux besoins, ça change beaucoup. Au cœur de ça, il y a le RTL, le Réseau de transport de Longueuil, qui est quand même la troisième société de transport en importance parmi les 10, parce que, évidemment, elle dessert un grand territoire, plusieurs municipalités, et elle a une offre très variée. Donc, oui, il y a des lignes de bus régulières, mais il y a du transport adapté, des taxis collectifs, on a du transport à la demande à certains endroits, il y a une connexion maintenant assez forte avec le REM, donc voilà. Il y a eu des refontes aussi parce que justement, la RTL a quand même ce désir de vouloir s'ajuster puis de répondre aux besoins. Mais comme toutes les sociétés de transport, elle fait face à de grands défis. Elle n'échappe pas aux défis que j'ai mentionnés un petit peu plus tôt, là, les pressions budgétaires, les actifs vieillissants, dépendance au financement du provincial, cette pression pour réduire les gaz à effet de serre, mais en attirant des nouveaux usagers, en voulant améliorer la desserte et tout. Donc, des grands défis. Par contre, il y a quand même beaucoup d'opportunités, je pense, liées à tout ça, sur le territoire de Longueuil particulièrement, des pôles de mobilité qui émergent. On peut continuer d'intégrer le vélo. Il y a l'autopartage qui vient d'arriver qui pourrait être déployé de façon plus grande. Il y a plein de potentiel de TOD, plein de programmes d'accompagnement qui pourraient être faits pour justement amener la population à utiliser davantage les services. Donc, il y a encore beaucoup d'opportunités qui peuvent être utilisées. Et je termine peut-être avec quelques éléments de réponse à la fameuse question qu'on a dit tout à l'heure. Comment préparer finalement la population à cette transition vers la mobilité durable? Comment accompagner les gens? Comment avancer ensemble dans cette fameuse transition qui est pas facile? J'ai quelques éléments de réponse, évidemment, on pourra en parler très longtemps, puis ça me fera plaisir d'échanger un petit peu plus tard. Mais je trouvais important de continuer de miser sur la pédagogie qui est la pédagogie du pourquoi, tu sais. Je trouve qu'on parle encore beaucoup trop des coûts associés à qu'est-ce que ça coûte développer notre transport collectif, puis on entend encore trop peu les retours, les retombées, et donc le discours devrait changer, à mon avis, sur à quel point c'est un investissement. On ne se pose pas la question là, sur le système de santé. On le sait que c'est un investissement. Ça coûte cher, évidemment, mais on sait que c'est super important pour la population. La même chose pour l'éducation. On ne se pose pas la question. On les connaît, les retombées, puis l'importance d'investir dans ces systèmes-là. Mais le transport collectif, on continue de s'imaginer que ça doit absolument être rentable. Donc, c'est un discours, je pense qu'il faut vraiment changer. Il y a beaucoup de retombées, on le sait. Mais je pense que là où la pédagogie est claire, l'adhésion augmente. Donc, on peut continuer ces messages-là. Sans tomber non plus dans la culpabilité, il faut faire attention. Là, on n'est pas soit un automobiliste, soit un usager, soit un piéton ou soit un cycliste. Là. Dans bien des cas, on est pas mal de tout ça en même temps. Donc, juste faire attention de ne pas trop livrer des messages qui divisent là, sur ces questions-là. Au contraire, on veut que tout le monde y adhère et que tout le monde aille dans la même direction. J'aurais plusieurs clés, là. Je ne sais pas s'il me reste encore un petit peu de temps. Oui? OK, super. Une transition, comment qu'on pourrait dire, une transition visible et conviviale. Donc, rendre ça facile. En fait, je pense que les gens embarquent quand l'expérience, elle est simple, elle est agréable. Donc, continuer de miser sur ces petites choses-là, par exemple, que nos arrêts soient lisibles, que ce soit facile de planifier un déplacement. Là, on voit l'arrivée des technologies. C'est super de continuer de voir en temps réel où est rendu notre autobus pour qu'on puisse sauver les petites minutes qui sont précieuses dans notre horaire. Des correspondances le plus simple possible, des projets pilotes pour aider des fois les gens à s'adonner un petit peu plus finalement, à essayer des nouvelles choses, à vivre le changement. Là, c'est jamais facile un changement. C'est des gros changements, ce qu'on demande. Là. On était une société très dépendante à la voiture, donc il ne faut pas s'imaginer qu'on va tout changer du jour au lendemain. Ça demande une certaine patience, un peu de bienveillance aussi là, dans nos interactions puis dans nos façons de faire, mais on va y arriver. Je pense que les gens, à certains niveaux, puis à différents niveaux, ont besoin probablement d'accompagnement. Donc, accompagner les gens, les communautés, ça peut être sous forme d'ateliers,
des marches, des programmes pour aînés. On fait ça chez Trajectoire en ce moment, puis on voit que les gens répondent bien à ça. Il y a des gens qui ont utilisé la voiture toute leur vie. De faire un premier essai, ça paraît une montagne immense. Donc, des fois, d'être accompagné sur un projet, sur un premier trajet, par exemple, ou de juste suivre une petite formation sur comment ça fonctionne, comment on planifie ça, un trajet. Tu sais, oui, il y a des nouvelles applications, mais des fois, les gens sont plus ou moins, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ces choses-là. Donc, s'assurer qu'on laisse personne derrière, puis qu'on accompagne les gens qui en ont besoin vers cette transition-là. Euh, Créer des gains rapides, on a tellement besoin de ça. Des fois, c'est une fréquence qui est accrue, là, puis je dis pas que c'est facile à faire, mais c'est des fois des choses qui ne demandent pas des investissements énormes. Donc, des fréquences accrues, une meilleure synchronisation entre nos différents modes, des améliorations saisonnières aussi. Il y en a pour qui se déplacer l'hiver, c'est plus compliqué. En transport collectif, effectivement, ça vient avec des enjeux. Donc, de se soucier de ces choses-là pour rendre le tout plus facile. Comme je disais, je pense qu'on sous-estime vraiment la puissance là, des petites victoires, mais de communiquer les succès, les choses qui fonctionnent bien, on l'entend pas tant que ça. Tu sais. Je prends un exemple sur le REM, là, on l'entend là, à chaque fois qu'il y a une panne, là, on le sait, là, tout le Québec est au courant. Mais 95 tu sais, du temps, il fonctionne. Mon Dieu, c'est performant cette chose, puis c'est un super réseau. Mais on l'entend pas. Tu sais, on serait supposé être fier de ce réseau-là. C'est normal, là, partout ailleurs, quand on a déployé des réseaux comme ça, il est arrivé des pépins dans les premières années, on s'adapte, mais ouais, on le fait pas, tu sais, d'aller chercher le positif puis de soulever les succès puis les choses qui fonctionnent bien. Donc, peut-être communiquer un petit peu plus ça pour que ça percole dans le discours populaire. Puis je reviens absolument là, sur l'importance de parler d'investissement plutôt que de coûts par rapport à notre mobilité durable. Il y a tellement, tellement de retombées au niveau économie, santé, attractivité, équité. J'ai pas beaucoup parlé d'équité, là, mais tu sais, c'est un vecteur d'équité incroyable. Donc, bref, élargir la conversation, s'assurer qu'on inclut tout le monde. C'est pas facile, mais s'assurer de le faire. Il faut parler aux familles, il faut parler aux aînés, il faut parler évidemment aux acteurs politiques, mais tout le monde doit être impliqué dans cette chose-là. Puis que, en fait, c'est bon, ça a l'air facile à dire, là, mais la population ne doit pas juste se sentir consultée, mais plutôt impliquée dans ce changement-là qui touche directement ben, nos déplacements. C'est notre quotidien. Donc, de faire sentir que tout le monde est impliqué, puis même qui, euh, on est tous des co-auteurs finalement là, de cette solution. Donc, ben voilà. Merci. Merci beaucoup, Maggie Harvey. Vous allez recevoir la présentation dans tous les cas, alors n'ayez crainte. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Intéressant aussi cet exercice de tenter de répondre à la question qu'on soumet aux panélistes. Alors, voyons quel usage ils feront de vos suggestions. Donc, on poursuit, on enchaîne tout de suite avec notre deuxième invité. Je vous rappelle qu'il est possible de poser des questions par écrit. On est peut-être un petit peu moins nombreux pour des circonstances exceptionnelles, mais donc, on a encore plus besoin de vos questions dans la salle. On ne peut pas les inventer pour vous. Et puis, c'est Élise là, qui pourra les récupérer, peut-être s'assurer que tout le monde a un crayon, des papiers, etc., là, pour faire son devoir de questionner nos invités. Ils vont se prêter tout à l'heure à une séance de réponse ou un essai de réponse. Alors, notre prochain invité, Victor Bouguin, conseiller en mobilité et aménagement chez Vivre en Ville. Il est arrivé à Vivre en Ville en 2021. Il collabore aux différents projets sur le vieillissement actif et les personnes aînées, notamment ceux traitant de l'aménagement et de l'entretien hivernal, des infrastructures piétonnières par les municipalités. Il est aussi impliqué dans des projets traitant de mobilité active et de milieu de vie complet. Alors, la parole est à vous pour les prochaines minutes. Comme ça, je peux voir la présentation en même temps. Donc voilà, merci. Je vais vous parler donc de mobilité active, notamment pour les personnes aînées, donc vraiment à tout âge et aussi en toute saison. On va faire un petit point sur l'hiver. Je vais passer rapidement dessus. Donc je suis Victor Bouguin, ça on a déjà eu la présentation.
Donc, ça, je vous parlais d'abord un peu un portrait général du vieillissement, puis après, on va voir un petit peu ce que c'est les obstacles généraux à la mobilité des personnes aînées. Puis ensuite, comment mieux aménager. Donc, c'est quoi vraiment les solutions en aménagement qu'on peut avoir dans les villes pour remédier à ça. Donc déjà, portrait du vieillissement, on peut voir que au Québec, on a une population vieillissante. Donc, en 2011, on avait 16% de la population qui était âgée de 65 ans et plus. Donc, c'est à partir de 65 ans qu'on considère que les personnes sont âgées à vivre en ville. Ensuite, en 2026, on prévoit qu'il y a 22% de la population qui sera âgée de 65 ans et plus. Et en 2061, c'est 27% de la population. On dit que à partir de 25%, on parle d'un vieillissement de la population. Donc là, on peut voir qu'en 2061, on aura vraiment dépassé ce stade-là. Et donc, c'est vraiment important de prendre en compte ces réalités-là et de faire en sorte que ces personnes-là puissent participer à la vie publique. Donc, c'est vraiment un groupe qui est très hétérogène. Chaque personne a des réalités très différentes, mais on peut voir qu'il y a quand même certaines tendances qui se ressemblent avec l'âge. Donc, on peut voir ici que les taux d'incapacité, donc déjà, les incapacités, c'est quoi? C'est une situation physique, morphologique ou cognitive qui va empêcher la personne atteinte de réaliser certaines tâches ou activités sans aide technique. Donc, on peut voir très bien ici que selon l'âge, en fait, on va avoir des taux différents d'incapacité. Donc, on voit que de 65 à 74 ans, par exemple, pour la mobilité, ce qui nous intéresse dans la présentation, on a 24% des personnes qui sont atteintes, mais de 75 ans et plus, on a 36% de personnes qui ont des limitations en mobilité. Donc, on voit que ça va faire une grande proportion de la population finalement qui aura des enjeux de mobilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention comment on aménage nos milieux pour que tout le monde puisse participer. Je fais un petit point aussi sur le concept de déconditionnement. Je trouve que c'est assez important pour pouvoir comprendre un petit peu tout le reste du concept. Donc, ça va être l'ensemble des conséquences physiques, mentales et sociales liées à l'inactivité, à une période de sédentarité ou à la sous-stimulation intellectuelle et sociale. Donc ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand une personne va arrêter d'être active, arrêter d'aller dehors, arrêter de participer socialement à la société, finalement, elle va perdre beaucoup de capacités. Donc, que ce soit au niveau des muscles qui vont s'atrophier, que ce soit au niveau de la confusion mentale, que ce soit au niveau de l'isolement, donc il y a des gros impacts sur la santé mentale. Et ben en fait, ça, la personne, ça va être un peu un cercle vicieux. Comme on a moins de muscles, on va moins sortir et donc on va être encore plus exposé à l'isolement, etc. La bonne nouvelle, c'est que c'est quand même certains de ces symptômes sont réversibles. Donc, si la personne recommence à être active, elle va pouvoir justement réactiver tout ça et donc finalement sortir un peu de ce cercle-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller chercher les personnes et de faire tout ce qui est possible pour que justement elles n'arrivent pas en déconditionnement puis qu'elles puissent continuer de sortir et de rester actives. Ça nous mène donc au vieillissement actif. Donc ça, c'est un autre concept, c'est un processus qui aide à optimiser les possibilités de participation, de bonne santé et de sécurité pour accroître la qualité de vie pendant la vieillesse. Donc, par participation, on entend de pouvoir justement participer à des activités, qu'elles soient rémunérées ou non, donc que ce soit pour le travail, soit juste des loisirs, de pouvoir visiter la famille, des amis. Au niveau de la santé, c'est pas juste de pas être malade, c'est vraiment de pouvoir adopter de saines habitudes de vie, d'être en capacité de le faire, d'avoir le choix de le faire. Et la sécurité, c'est simplement pouvoir faire tout ça en étant en sécurité et en autonomie, finalement. Ça se décline en plusieurs échelles. Donc, on a déjà l'échelle plus sociétale. Donc là, on va pouvoir adapter les politiques publiques et les programmes. Donc, on peut avoir les plans, par exemple, pour les aînés, ce genre de choses. Ensuite, on a les facteurs qui sont liés vraiment plus à la collectivité. Donc là, comment adapter les services et les structures, donc soit le transport en commun, comme nous parlait Maggie, par exemple, ou de soutien à domicile, etc. Et enfin, le dernier, ça va vraiment être le secteur individuel, où là, ça va être des changements de comportement. Donc, à la fois les personnes, sensibiliser les personnes aînées à ce qui est possible de faire, les ressources qu'elles peuvent avoir, mais aussi le reste de la population. Donc, par exemple, essayer de contrer l'agisme, les préjugés que les personnes peuvent avoir pour les impliquer le plus possible. Parler maintenant des obstacles à la mobilité, je vais vous montrer un peu quelques exemples assez rapidement. Oui, avant ça, déjà, je vous parlais de la chaîne de déplacement. Donc ça va être l'ensemble des infrastructures qu'une personne va emprunter pour aller d'un point A à un point B. Puis sur le chemin, on peut voir qu'il y a plusieurs points. Donc ces points-là, ça va être des obstacles ou des facilitateurs aussi. Mais les obstacles, on va appeler ça pardon, des bris de chaîne de déplacement. Et c'est certaines étapes qui sont cruciales quand même, parce que si on a une seule étape dans le trajet qui est infranchissable, soit ça va amener à faire un grand détour, ce qui n'est pas toujours possible selon les limitations de la personne, ou alors de simplement arrêter complètement le déplacement, puis devoir annuler un rendez-vous,
ou justement rentrer chez soi et pas participer à la vie publique. Donc au niveau des obstacles, on en a plusieurs sortes. Ici, je vous présente quelques-uns pour la circulation sur les trottoirs. On a par exemple des trottoirs qui peuvent être discontinus, donc après on continue de marcher de manière moins sécuritaire. Parfois ils sont complètement absents. On peut avoir aussi des obstructions qui sont permanentes, donc comme on peut voir ici avec des escaliers et un poteau d'hydro. Parfois c'est des obstructions temporaires, donc un bac à vidange, une voiture stationnée sur le trottoir. On peut avoir des trottoirs qui sont présents, mais qui sont trop étroits. Donc là, on peut imaginer sur ce trottoir-là, mes collègues arrivaient bien à marcher dessus, mais on peut imaginer une personne en quadriporteur, par exemple, ça passe pas. Donc la personne devra l'utiliser dans la rue, puis non s'exposer aux véhicules. On a aussi certaines surfaces qui sont inégales ou pas bien entretenues. Donc ça peut être des avancées de trottoir, des entrées charretières, par exemple, qui sont plus en pente. Ou là, comme dans ce cas-là, un trottoir qui est vraiment pas en bon état. Donc on peut imaginer une personne, par exemple, avec une marchette. C'est vraiment pas très idéal pour circuler. On a aussi, par exemple, si mettons, tout le trajet se passe très bien, mais qu'au dernier moment, pour accéder à la destination, on va avoir un obstacle. Là, à ce moment-là, il faut aussi faire attention qu'on puisse accéder à ce bâtiment. On peut avoir par exemple au niveau du stationnement, si on a un stationnement adapté mais qui est pas proche de la porte d'entrée, on voit ici que la personne va devoir quand même traverser le stationnement, c'est pas toujours facile. On peut avoir une entrée qui est glacée, une présence d'une marche à l'entrée d'un commerce, l'absence de rampe d'accès, ou l'absence de rampe ou de main courante, ou alors si jamais il y a une main courante, elle est pas adéquate, parce que là la personne va avoir du mal finalement à l'attraper. Il faut aussi prendre en compte qu'une fois qu'on est rendu dans le bâtiment, il y a aussi la circulation intérieure qui va être assez importante. Donc encore une fois, avoir de la largeur suffisante, etc. Mais là, on a moins d'impact quand on fait de l'aménagement d'espace public. Donc comment mieux aménager pour la mobilité active, justement? Il va falloir réfléchir, donc, comme j'ai pu vous le dire, des fois à la fois au niveau du bâtiment, de la rue, du quartier, mais aussi de l'agglomération. Donc ça va se jouer justement dans l'environnement bâti. Donc ça va être à la fois le tissu urbain, le cadre bâti, la densité ou la compacité, la distribution des activités qu'on a sur le territoire, les réseaux viaires, etc. Comment les adapter, ces aménagements-là? Ça va se faire à travers le design universel, donc avec l'accessibilité universelle. Donc ça, c'est l'aménagement du territoire qui va favoriser un environnement qui permet de vivre l'espace de façon identique ou similaire, autonome et simultanée par tous les usagers, qu'ils aient des limitations fonctionnelles ou non. Donc à quoi ça va servir? Ça va déjà pouvoir permettre aux personnes de se déplacer de manière autonome. Ça va permettre aux personnes d'accéder à tous les services, mais aussi d'utiliser tous les équipements. On va aussi pouvoir se sentir plus en sécurité et vivre comme tout le monde finalement. Donc encore une fois, briser les préjugés et pouvoir permettre à tout le monde de participer à la vie. Donc comment on fait ça? Je suis désolé, je pense que le passage en PDF a un peu décalé toutes les images, mais on voit quand même. Comment on fait ça? Premièrement, on va essayer d'avoir des voies de circulation qui sont assez larges. Donc, comme j'ai pu le mentionner plus tôt, comme par exemple, pour pouvoir faire passer des aides à la mobilité, donc des fauteuils roulants, des quadriporteurs, puis qui puissent se croiser aussi. Que ce soit rectiligne, donc ça va permettre aux personnes qui ont des limitations cognitives de mieux se repérer dans l'espace, ça va être plus facile si on va tout droit, mais aussi les personnes qui ont des limitations visuelles finalement. S'il n'y a pas d'obstacle dans le chemin, ça va être beaucoup plus facile. On va aussi essayer de séparer les différents usagers. Donc, on va essayer de séparer premièrement les modes actifs des véhicules, donc les piétons et les vélos d'un côté, puis les voitures de l'autre. Mais si on peut, si on a la place, toujours privilégier de séparer aussi les piétons et les vélos, parce que c'est quand même des usagers qui ont des vitesses différentes, qui ont des réalités différentes. Puis si en plus on peut le faire pour que les vélos aient une voie de chaque direction, de chaque côté de la rue, et pas des voies bidirectionnelles, parce que sinon ça va poser des enjeux au niveau des intersections. Ensuite, on va avoir un revêtement qui est ferme, contrasté et entretenu. On a pu voir tout à l'heure l'état du trottoir, on veut pas ça. Donc le revêtement ferme, ça va être pour que justement les personnes qui ont des problèmes d'équilibre n'aient pas d'enjeu à ce niveau-là. Donc, on veut des cheminements et des nivellations sécuritaires. Donc, je vais vous reparler un petit peu plus tard des nivellations justement, mais on peut voir ici donc que on veut garder tout le trajet à plat le plus possible. On va avoir la présence de mobilier de repos ou de socialisation. Donc ça va être les bancs. On va jamais assez insister pour l'importance des bancs sur les trajets. Donc ça va à la fois permettre de se reposer, puis il faut aussi qu'il y ait différentes formes d'assises.
On voit beaucoup d'espaces publics qui ont uniquement des chaises Adirondack. C'est joli, c'est connu, ça fait très traditionnel nord-américain. Sauf que c'est des assises qui sont très basses. Puis pour se relever, c'est parfois très difficile. Donc c'est bien d'avoir une grande diversité avec un dossier, pas de dossier, des accoudoirs, pas d'accoudoirs. Comme ça, tout le monde va pouvoir trouver sa place pour s'asseoir. Enfin, il faut un temps un temps suffisant, pardon, pour traverser. Il y a beaucoup trop de traverses piétonnes qui sont où le décompte va trop vite. Et donc en fait, une personne qui va aller un peu plus lentement que la norme va pas avoir le temps. Elle va essayer de se dépêcher, stresser. Et c'est là qu'on peut avoir des chutes. Donc une chute en plein milieu d'une intersection, je vous laisse imaginer à quel point ça peut être dangereux. Et enfin, dernier point, d'avoir un éclairage suffisant. Donc ça va être à la fois pour la sécurité, donc de pouvoir voir justement les reliefs sur le sol, pour le sentiment de sécurité aussi. On se sent beaucoup mieux dans l'espace public quand on voit ce qui se passe, mais aussi pour la convivialité. On nous parlait tout à l'heure de c'est important justement de pouvoir compter sur le transport en commun, mais c'est exactement pareil dans l'espace public. Si on est confortable et que c'est convivial, on va plus avoir envie de s'y rendre, puis se sentir. On va aussi pouvoir compter sur le concept de rue apaisée, donc des rues conviviales. Donc ça va permettre d'améliorer la santé des personnes qui s'y trouvent, d'augmenter l'achalandage, d'augmenter l'esthétique et d'optimiser l'espace urbanisé. Tout ça en redistribuant finalement l'espace à tous les usagers. Donc on est vraiment de la place pour tout le monde. Je passe très rapidement là-dessus. On a un guide qui est disponible si jamais vous voulez en apprendre plus, qui est disponible en ligne. Vous pouvez aller voir ça. Donc, au niveau des exemples de bonnes pratiques, je vous parlais tout à l'heure de la dénivellation. Donc, on peut avoir par exemple des trottoirs traversants. Donc ça va permettre de souligner la différence hiérarchique entre les voies et assurer la priorité des modes de déplacement actifs le long de la voie principale. Donc en fait, là, on peut voir sur cette image que le trottoir va être toujours au même niveau, la piste cyclable aussi. Et en fait, c'est les voitures qui vont devoir monter sur le trottoir. Donc ça va avoir plusieurs effets. Donc déjà, quand on enlève le dénivelé pour les personnes qui se déplacent, bah, ça va permettre d'éviter les pertes d'équilibre. Ça va imposer une déviation verticale aux véhicules, donc ça va faire en sorte qu'elles vont ralentir. Et aussi, ça va éliminer la bordure qui souligne le virage. Donc en fait, avec un virage plus serré, bah, elles vont encore plus ralentir et mieux voir les usagers qui sont en train de traverser. Donc c'est que des bénéfices. Donc c'est vraiment un aménagement qui replace les priorités. Vous voyez à quoi ça ressemble en vrai. On a aussi les intersections protégées. Donc ça, c'est un type d'aménagement qui nous vient des Pays-Bas, qui a été adopté après à Nanaimo et à Ottawa, par exemple, qui a fait un peu son arrivée au Québec récemment. Ça avait déjà commencé il y a quelques années, mais on a entendu beaucoup parler à la fin de l'été, début de l'automne, là. Mais ça a euh, ça améliore grandement finalement les déplacements. Donc, je vous montre un peu ici comment ça fonctionne. Déjà, on a le décalage des passages piétonniers et cyclables plus loin dans la rue. Donc ça va permettre que les véhicules qui arrivent voient mieux les usagers parce que la traverse se fait pas en plein milieu du virage. Donc on va mieux repérer les usagers. Les zones d'attente vont être avancées. Donc ça va faire en sorte que les personnes vont pouvoir déjà traverser la piste cyclable d'un coup, puis après pouvoir traverser les voies sans avoir à faire un très grand trajet d'un coup en regardant un petit peu dans tous les sens s'il n'y a pas d'autres véhicules ou usagers. On a aussi des îlots de protection. Donc ça va faire en sorte que quand on va attendre, on va être vraiment protégé des véhicules qui peuvent circuler dans l'intersection. Donc on a vraiment derrière un petit plot de béton. Et on va avoir des éléments de guidance, donc que ce soit des plaques podotactiles ou du marquage qui est très contrasté pour bien pouvoir le voir. En plus de ça, on va avoir des feux de circulation qui sont distincts. Donc on va d'abord avoir la lumière pour les vélos et les piétons qui puissent déjà circuler dans l'intersection avant de faire rentrer les voitures. Donc ici, on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble en vrai. Donc ça va vraiment permettre d'améliorer la sécurité aux intersections. Donc on va pouvoir augmenter la visibilité finalement des personnes les plus vulnérables, donc les modes actifs. On va assurer un parcours continu pour ces modes-là et de permettre une traversée en 2 temps pour les cyclistes qui effectuent un virage à gauche. Et dernier petit aménagement, on va avoir la canalisation aux intersections. Donc ça va permettre d'avoir une perméabilité de la trame. Je vais y revenir juste après. Mais on va pouvoir filtrer les différents modes qu'on veut avoir. Donc, comme sur cet exemple-là, bah, en fait, on va bloquer la voie aux voitures pour pas avoir de circulation de trafic. Donc, qui fait en sorte qu'on va avoir des voitures qui vont circuler à travers tout un quartier, dans des rues résidentielles, par exemple. Donc, on va finalement les faire tourner
mais les vélos, eux, vont pouvoir continuer tout droit. Donc, les vélos et les piétons, d'ailleurs, vont pouvoir continuer tout droit pour avoir une trajectoire la plus efficace possible. Donc, pouvoir faciliter finalement l'utilisation de ces modes-là. Et on va donc imposer des manœuvres aux autos en assurant la continuité des parcours. Ensuite, je vais faire un petit point aussi sur l'hiver parce que c'est très important justement dans l'entretien. Il y a des enjeux qui sont présents en été et ils vont être exacerbés en hiver. Je vais vous donner un petit exemple, comme ça ce sera beaucoup plus facile quand on a une illustration comme ça. Imaginez-vous, vous êtes à une intersection, une grosse intersection à 4 voies, donc il y a 2 voies dans chaque sens dans les 2 directions. On a une traverse qui est mal identifiée parce que bah, c'est l'hiver, on voit pas, il y a un peu de la neige partout, les lignes se sont effacées. Le bateau de trottoir, donc l'abaissement du trottoir là, est inondé. Je suis sûr que vous avez tous déjà vécu ça, arriver à une intersection, devoir contourner cette grande flaque d'eau. Et en plus, on a un corridor devant. Donc là, la température ressentie est encore plus basse. C'est vraiment agréable pour personne. Là, on va pouvoir proposer des solutions dans l'aménagement pour pouvoir faciliter les déplacements sans avoir à avoir un entretien trop important. Voilà ce que ça donne. Déjà, premièrement, on peut réduire le nombre de voies. Ça, ce que ça va faire, c'est que on va avoir moins de temps. Enfin, on va avoir c'est ça, moins de temps où on va être exposé aux véhicules. On va avoir moins de distance à parcourir sur la route. Et en plus, donc ça, en ajoutant des saillies, ça va vraiment nous amener plus proche de l'intersection au moment où on va commencer à traverser. On peut avoir une intersection surélevée, ça va être un peu le même concept que pour les trottoirs traversants. Donc déjà, on n'aura pas besoin de descendre sur la route, puis de remonter de l'autre côté. Les voitures vont plus ralentir parce qu'elles vont mieux voir l'intersection et elles vont mieux voir les usagers. Et en plus, bah, l'eau, à la place de stagner en bas du trottoir, elle va descendre en bas, puis c'est les voitures qui vont rouler dans les flaques, c'est un peu moins gênant. Surtout si on a une eau drainante en bas, bah ça, l'eau va simplement s'évacuer, puis ça réglera le problème. On peut ajouter des arbres pour couper le vent. Si on a des conifères, c'est mieux parce qu'en hiver, on va garder justement un petit peu la canopée, donc ça va être plus efficace. Mais les autres arbres, ça a fonctionné quand même. Donc c'était ce petit tour rapide pour l'hiver. Puis sinon, donc, en plus d'adapter les aménagements directement, on va pouvoir adapter la trame. Donc ça, qu'est-ce que c'est la trame? Ça va être vraiment l'ensemble des voies. Donc, que ce soit au niveau du tracé, la largeur, la vocation des voies, les différents îlots et les différentes parcelles qu'on va trouver sur le territoire. Donc, ce qu'on va faire avec la trame, c'est de pouvoir déjà intégrer des raccourcis. Donc, un petit peu comme la perméabilité filtrée, de permettre en fait de rendre les déplacements plus efficaces. On va pouvoir utiliser toutes sortes de stratégies, d'opportunités pour créer ces raccourcis-là. Si c'est au moment de la planification d'un nouveau quartier, par exemple, on va pouvoir les intégrer directement. Mais sinon, on va pouvoir utiliser bah, les ruelles, des servitudes, par exemple, pour pouvoir ajouter des passages pour les piétons ou pour les vélos. Ou alors, ça peut être en rachetant des parcelles à des particuliers. C'est plus compliqué, mais c'est possible de le faire. Et on a encore une fois l'exemple de la perméabilité filtrée, donc pour les usagers actifs. Et donc, ça arrive à la fin. Au niveau des messages clés vraiment à retenir, ça va être donc d'aménager pour les personnes aînées, c'est aménager pour tout le monde. Donc, soit pour une personne justement qui a des limitations fonctionnelles à cause de son âge, ou alors un enfant, une personne avec une poussette, même quelqu'un qui a des béquilles pendant 2 semaines. Bah, ça va permettre tous ces aménagements-là de rendre leur déplacement plus facile. On a aussi porté une plus grande attention aux intersections, puisque c'est là où on va avoir le plus de collisions et là où c'est le plus dangereux, le plus de morts aussi. Il faut savoir que 50% des personnes qui se font frapper à une intersection sont des personnes de 65 ans et plus, alors qu'elles représentent 20% de la population. Donc c'est vraiment une surreprésentation à ces endroits-là. Donc c'est vraiment important de porter attention aux intersections. Intégrer l'entretien dès la conception. Donc faire participer finalement les personnes des services publics, les opérateurs de déneigement au moment de la conception des aménagements, parce qu'ils vont pouvoir nous dire directement est-ce que c'est facile à entretenir, est-ce qu'on sait que ça a posé problème pendant l'hiver. Là, on le saura déjà directement. Et enfin, analyser la trame VR pour pouvoir créer donc des trajectoires efficaces, des itinéraires efficaces tout au long enfin, sur tout le territoire. Donc voilà, merci beaucoup.
Oui, bon. c'est- Alors, merci beaucoup, Victor Bouguin. Je demanderais à Maggie Harvey de se joindre à nous à l'avant parce qu'on va procéder à une période de questions. On a eu une belle récolte de questions pendant vos deux présentations. C'est ma collègue Élise qui va faire la lecture. Là, je vais vous demander, parce que là, il faut qu'on... Mettez-vous vis-à-vis l'écran, OK? Alors, Puis, bonjour. puis si vous n'avez pas les éléments de réponse sur le champ, il est également possible de les transmettre par écrit à nos participants. Alors, sentez-vous pas obligé d'inventer une réponse que vous n'avez pas en ce moment. J'avais des questions qui ont été notées hier, mais qui s'adressent clairement, qui parlent de transport collectif, donc je les ai gardées OK. aujourd'hui. Euh, il y avait une question sur les statistiques de la fréquence de panne, d'interruption. Est-ce qu'il y a des données qui existent? Puis c'est quoi les effets de ces pannes et interruptions? Pour les données précises, c'est sûr que là, j'ai pas tout en tête, puis ça dépend aussi de quel réseau on parle. Mais l'impact, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, évidemment, ça joue sur la perception qu'on a des transports collectifs, c'est sûr. Puis ça joue sur le fait ça joue sur notre confiance finalement en notre réseau. C'est dommage quand ça arrive. Des fois, on comprend qu'il y a des situations hors de contrôle, mais c'est effectivement dommage quand ça arrive. Donc, il faut faire tout ce qui est possible de faire pour éviter que ça arrive. On connaît certaines solutions. Comme je disais tout à l'heure, là, quand un autobus est pris dans le trafic, ça fait pas de sens. Donc, il faudrait nécessairement que on puisse avoir des autobus qui circulent de façon fluide pour éviter les retards. Sinon, des pannes, ben, tu sais, c'est sûr qu'on en connaît dans d'autres réseaux. Puis, c'est effectivement dommage. Peut-être une chose pour pallier à ça, c'est s'assurer que la communication est super efficace. Je me rappelle pas de tous les termes, mais quand il y a une panne qui nous est communiquée comme usager, on a besoin de savoir, est-ce que j'attends? Est-ce que je me trouve une autre façon? Est-ce qu'il y a un bus qui dessert temporairement? Donc, on a besoin des informations rapidement. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être prises en compte, là, justement, pour pallier au fait que des pannes, ça arrive effectivement. Mais bon, il faut aussi un peu donner d'amour à nos réseaux là, pour s'assurer ils peuvent être fiables. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question. Ben, je pense que ça répond à la question dans la mesure des informations que vous avez en ce moment. Celle-là, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais donc la personne demandait pourquoi le métro n'a jamais été prolongé à Longueuil. Là, Oh! j'ai une question, alors je l'ai posée, mais si vous n'avez pas d'informations, c'est la vie. Heu, pourquoi? Le pourquoi, j'avoue que j'ai peut-être pas la réponse précise. J'aurais envie de rêver puis de me dire que au moins le métro, bon, il a été construit à une époque aussi où ça coûtait un petit peu moins cher développer des réseaux. Donc, il y a ça, là. Je pense on avait une belle base à ce moment-là. Puis j'imagine qu'on s'est dit à cette époque, on va poursuivre. Éventuellement, il y aura d'autres phases et tout ça. Finalement, il y a eu comme une augmentation des coûts incroyable. Puis on a eu d'autres choses comme travaux et comme plans. Mais oui? OK. Mais j'ai espoir, en tout cas, qu'éventuellement, on puisse poursuivre et allonger toutes les lignes de métro, là. Mais il y a effectivement une question de financement à tout ça. Puis peut-être aussi des questions de territoire. Est-ce qu'on peut poursuivre réellement de façon souterraine? Ça, je ne sais pas, là, je ne veux pas m'embarquer là-dedans, mais j'ai comme l'impression qu'il y a des éléments de réponse. Oui, alors si vous avez un élément de réponse précis à cette question, on va vous demander de peut-être le partager au micro. Ouais. C'est simplement qu'on peut pas le capter. Ça fait qu'on pourra l'échanger informellement tout à l'heure. OK, merci. Moi, j'ai une petite question rapide de compréhension. On a parlé de tram, d'îlots, de plaques podotactiles. M- Élise et moi, ma collègue et moi, on a appris c'était quoi l'été dernier. En lisant le document d'information produit par la Ville dans le cadre de cette démarche. Donc, ces mots-là, je voulais juste peut-être parce que, tu sais, c'est souvent, on n'a pas que des urbanistes qui sont ici dans la salle ou des spécialistes en mobilité. Qu'est-ce qu'un îlot, une tram, une plaque podotactile? Brièvement, c'est quoi les trois définitions? Ok, donc la tram, ça va vraiment être ce à quoi ressemblent les rues. Finalement, tous les endroits où on peut circuler, ça va être la tram, les réseaux finalement. Les îlots, c'est ce qui va être au milieu de cette trame-là.
Donc là où on va avoir les bâtiments, mais aussi on peut avoir des ruelles qui passent au milieu. Donc c'est vraiment les espaces qui sont à l'intérieur des rues. Plaque Donc, entre deux intersections, là, un pâté de maison. un pâté de maison, OK. exactement, c'est ça. Et une plaque podotactile, ça va être les plaques en métal ou en plastique qu'on peut avoir au sol avec les petites billes dessus là, pour aux intersections là qu'on puisse sentir. Donc les personnes qui ont des limitations visuelles arrivent à sentir qu'elles arrivent à une intersection puis qu'il faut s'arrêter. Merci. Prochaine question. Alors, comment déterminer le temps de traverse aux intersections? Oui, il y a Piéton Québec qui a fait une super belle infographie là-dessus. Donc où en fait on voit la vitesse des personnes, donc en mètres par seconde, la vitesse des personnes selon leur âge, leurs conditions, leurs limitations. Puis au milieu là on voit la norme du MTQ, du MTMD. Je pense que il faut que ce soit entre 0,6 mètres par seconde à 1,2 mètres par seconde. Ça, c'est pour les personnes justement qui ont plus de limitations pour se déplacer. Puis la norme du MTQ doit être à 1,2. Donc, ça marche pas trop. Et un adulte qui marche normalement, je crois qu'on est plus aux alentours de 1,6 mètres par seconde. Je sais pas si c'est les chiffres exacts, mais en tout cas, Piéton Québec ont fait une très très belle infographie. C'est disponible sur leur site et on pourra le fournir d'ailleurs sûrement. Ouais, merci. La norme du MTQ, Ministère du Transport du Québec, mais qui s'appelle maintenant Ministère du Transport et de la Mobilité durable, MTMD. Donc, ça, c'est les acronymes. Là, on a le défi aussi de définir les acronymes pour les non-initiés. Alors, j'ai une autre question, je pense, pour toi, Victor. Est-ce que les quadriporteurs doivent ou peuvent circuler sur les trottoirs ou pistes cyclables? Je pense que ça se fait vraiment en fonction de ce qui est le plus sécuritaire. Si on a un trottoir qui est assez large, à la fois pour le quadriporteur, mais aussi pour les piétons, là, il n'y a aucun problème pour qu'ils puissent circuler dessus. Si il est un peu trop étroit ou alors encombré, on voit parfois là qu'il y a des petits chapiteaux là devant les commerces là. Ça peut vraiment être des obstacles. Donc à ce moment-là, la piste cyclable va être beaucoup plus facile à pratiquer. Il n'y a pas de problème là-dessus parce que les cyclistes peuvent quand même doubler. Puis aussi parfois, ça peut être au niveau de l'entretien. On peut penser à l'hiver par exemple. Il y a beaucoup de monde qui dit que les pistes cyclables sont déneigées plus vite. On n'en donne que aux pistes cyclables. C'est pas vrai. C'est juste que il y a moins de kilomètres, donc elles sont déneigées plus vite. Puis c'est plus facile, elles sont déjà au niveau de la route. Donc à ce moment-là, si elles sont déneigées plus facilement, la surface est plus praticable, bah, les quadripoteurs vont rouler dans la piste cyclable, puis il n'y a pas de problème à ça. Une autre question sur le transport collectif. Alors, croyez-vous que le financement du transport en commun collectif devrait être à 100 via les impôts? Oh! Ah, dure question. Dure question. Quel est le modèle souhaité, le modèle le plus efficace? On ne pourrait pas faire ça demain matin, évidemment, ça pourrait créer beaucoup de résistance. Je ne sais pas quel serait le modèle efficace parce que, bon, là, c'est quand même assez complexe. Tout à l'heure, je nommais là, que ça venait grosso modo tiers, tiers, tiers. Il y a une petite part aussi de notre gouvernement fédéral, notamment pour les infrastructures. Si on met tout ça sur les impôts, c'est-à-dire, donc, on parle de gratuité de transport collectif, je ne sais pas si on peut s'embarquer là-dedans. Je trouve que c'est quand même délicat. J'irais pas vers ça, peut-être vers cette première proposition de tout mettre sur les impôts. Euh, euh, je pense que le modèle doit être vu, mais je ne sais pas si on doit juste se fier euh, sur une entrée. Je pense qu'il y a une façon de le répartir, mais il faudrait s'assurer surtout d'avoir un modèle de financement qui nous permet d'avoir une vision. C'est surtout ça, en fait, je pense. C'est là qu'il faudra avoir cette discussion-là pour nous permettre de déployer des réseaux pas juste basés sur des actions à court terme, mais vraiment sur une vision à long terme là, de la mobilité durable. Donc là, j'ai l'impression que oui, on peut mettre à contribution les municipalités puisqu'ils sont vraiment quand même maîtres de leur territoire. Il n'y a pas de problème à donner une partie aux usagers, mais je pense qu'il faut quand même faire attention de s'assurer que c'est accessible à tout le monde, le transport collectif. Donc, on pourrait peut-être revoir, est-ce qu'on peut incorporer un petit peu de tarification sociale et tout ça. Donc, il y aurait plusieurs modèles à incorporer dans tout ça, mais définitivement, il faudra avoir une discussion sur le financement. Claire.
J'aimerais creuser un tout petit peu Mhm. un élément que vous avez abordé. J'ai comme peut-être que j'ai mal compris votre intention dans ce que vous exprimiez, mais vous sembliez dire que la gratuité était peut-être pas la voie. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous parlez de tarification Ouais, ouais. sociale, mais la gratuité comme telle, c'est pas une bonne idée? Bien, on sait qu'en ce moment, déjà, quand la part est pas suffisante, donc là, à moins qu'on se dise, puis qu'on prenne une décision de société, puis dire, mon Dieu, on développe nos réseaux et on investit massivement là-dedans, et oui, ça passe par nos impôts. Ça peut être une avenue, là, je ne dis pas que je compte ça du tout. Mais par contre, je pense pas qu'on en est là nécessairement. Puis la gratuité, ben, c'est sûr que ça paraît être une bonne idée, mais en ce moment, dans le modèle actuel, on a quand même besoin de ce tiers-là, évidemment, si on veut pas perdre nos services complètement. Par contre, la question qui est délicate, c'est que c'est sûr qu'il faut que ce soit, comme je disais, accessible. Et puis là, ben, c'est pour ça, je ne sais pas si vous êtes familier avec la tarification sociale, là, j'ai nommé ça comme ça, mais justement, une tarification sociale peut être, par exemple, basée sur le revenu. Donc, s'assurer que les gens qui ont un plus faible revenu, ben, ils ont accès, ils payent beaucoup moins cher, ils contribuent moins. On l'a vu aussi des fois, bon, c'est applicable à certains pans de la société. À Montréal, le transport collectif est gratuit pour les aînés. Est-ce que c'est la solution? Moi, quand je serai aînée, si j'ai les moyens, ça va me faire plaisir de payer mon ticket. Honnêtement, il y aura pas de problème, mais je sais que c'est pas c'est pas ça pour tout le monde. Donc, c'est juste s'assurer qu'on laisse personne derrière dans tout ça. Puis il y a aussi peut-être, tu sais, je l'apporte là, dans notre financement. Là, c'est sûr que là, on parle juste de la part du transport collectif, mais il faut quand même se rappeler que il y en a de l'argent, mais on en met beaucoup sur nos routes, sur ça. Donc, nos voisins en Ontario ont inversé un peu cette tendance-là, donc ils investissent plus dans les transports collectifs. Donc, des fois, c'est pas nécessairement que ça nous coûterait énormément plus cher, mais c'est peut-être de jouer un peu sur ce ratio-là. Donc, bref, il y aurait plusieurs façons de le financer. Puis, tu sais, on en entend beaucoup parler, là. En fait, on cherche des nouvelles façons de le financer parce que les fonds qui financent le transport collectif diminuent de plus en plus. Par contre, je ne sais pas là, comment les gens réagiraient là, si on mettait tout ça sur les impôts. Mais bon, Euh, discussion à bord. pour information aussi, puisqu'on est à Longueuil, il y a une forme de gratuité aussi à Longueuil dans le transport collectif pour les aînés en dehors des périodes de pointe. Actuellement, c'est ça le modèle de gratuité à Longueuil. Euh, Pardon. Alors, comment expliquer que malgré la présence de trottoirs, certaines personnes âgées préfèrent marcher dans la rue lorsque leur sécurité ne semble pas menacée? Tout à fait. Ça, c'est un gros enjeu, notamment en banlieue, milieu rural. Effectivement, parfois, il y a des trottoirs, sauf que, bah, comme on a pu voir, parfois, ils sont pas entretenus, parfois, ils sont pas assez larges. Donc, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile de marcher dans la rue. Il y a aussi en hiver où parfois, ils sont juste pas déneigés. Donc, là, forcément, on va marcher dans la rue. Puis après, ça peut devenir une forme d'habitude. Bah, écoute, on nous montre que bah, en hiver, c'est pas important les trottoirs, on les déneige pas. Donc, on marche dans la rue, on va continuer de marcher dans la rue. Donc c'est ça, ça peut être différents facteurs. Parfois, il y a énormément d'entrées charretières. Donc ouais, ça, toutes les entrées dans les maisons, dans les commerces, dans les stationnements. Donc les trottoirs vont être bah, tout vallonnés, là, et on va devoir descendre, monter, descendre, remonter. Pareil aux abaissements de trottoirs, donc au niveau des intersections. Là aussi, on descend, on remonte. Donc ça, pour nous, là, enfin pour moi en tout cas, j'ai pas de problème. Ça me fait pas mal aux genoux, ça me fait pas perdre l'équilibre. Mais il y a beaucoup de personnes pour qui c'est vraiment un problème. Et donc de marcher dans la rue, ils vont tout simplement rester même surface, même hauteur. Il y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc sûr que c'est beaucoup plus confortable. Sinon, elles savent là les personnes que c'est plus sécuritaire de marcher sur un trottoir. Mais si elles le font pas, c'est qu'il y a Merci. Alors, on revient au transport collectif. Pourquoi le train de banlieue est-il offert toujours séparément des autres modes de transport? Par exemple, Google Maps ou l'application Transit propose jamais d'itinéraire incluant le train. C'est un mode de transport si pratique, confortable et rapide. Mhm. Oui, j'ai pas toute la réponse là, euh, mais évidemment, ce serait intéressant d'avoir une harmonisation un peu de tout ça. Euh, je pense que ça va venir. Je pense que ça va venir. Il y a des modèles aussi partout ailleurs dans le monde. On se rend compte que ça simplifie tellement nos déplacements et nos façons de planifier nos déplacements. Par contre, je suis pas sûre d'avoir tout à fait la réponse. Pourquoi en ce moment c'est pas fait, mais je pense que ça va venir. Merci. Oups,
Je sais pas combien Ouais. de temps il nous reste, fait que ben, En avez-vous une attendant, ouais, ça, réponse? c'est pas moi qui ai travaillé là-dessus, donc je sais pas encore exactement, mais on avait fait passer un moment à Vivre en ville l'idée d'une passe Québec, parce qu'il y a la passe climat, je pense en Allemagne ou en Autriche. Euh, En Autriche, Autriche, en ouais. Autriche. Puis donc l'idée d'une passe Québec, où avec cette passe, je pense qu'on disait quelque chose comme 49 $ par mois, on pourrait utiliser les transports en commun partout dans la province, le train, les trains de banlieue, tout ce qui est transport en commun finalement. Puis donc tout le monde pourrait payer uniquement ça. Je sais pas où ça en est dans nos demandes au gouvernement, tout ça, mais en tout cas on avait émis cette idée-là. Euh, c'est ça. On n'en est pas là. Ouais, Non. on n'en est pas là. Euh, il y a une question ici que je vais essayer de former, en fait, qui est plus sous forme de commentaire, mais que je vais essayer de transformer en question. Il y a le retrait de certains abribus fermés. Et la personne ici écrit que ça va pas vraiment dans le sens d'initier les gens ou d'inciter les gens à utiliser le transport en commun en hiver. Donc, elle se demande comment inciter les gens à utiliser le transport en commun si les accommodements sont comme plus là. Donc, quoi faire? Ben, tu as peut-être aussi des éléments de réponse. Je ne sais pas, c'est peut-être un cas particulier, là. Tu sais, je pense que normalement, on a plus tendance à en rajouter qu'à en enlever, là. Il y avait peut-être des considérations, je ne sais pas, de réaménagement, je ne sais pas. Mais je comprends que ça peut être super incommodant pour des gens qui avaient l'habitude d'aller à cet arrêt-là. Surtout que tout dépendant où est la personne ou quelle est la situation, là, des fois, en ville, nos arrêts sont plus rapprochés, donc on peut aller à un autre, mais quand on s'éloigne au Québec, des fois, les arrêts sont très, très loin. Donc, on parlait tout à l'heure des personnes aînées, là, c'est pas nécessairement facile de dire, ben, marche un petit 800 mètres là, pour aller à un prochain arrêt. Puis effectivement, avec nos hivers, l'abribus, puis pas juste l'hiver, là, mais c'est vrai que ça rend l'attente vraiment plus conviviale et vraiment plus confortable. Puis ça peut être dissuasif aussi pour plusieurs personnes. Pour l'avoir fait aussi avec des jeunes enfants, là, je veux dire, moi tout seul, ça va, là, s'il pleut, s'il neige, ça va, mais j'ai toutes mes capacités encore, mais je me suis rendu compte qu'avec un enfant de 2 ans, on est complètement ailleurs. Puis, tu sais, des fois, je me sentais peut-être un petit peu moins capable, même qu'une personne aînée à côté ou peu importe, tu sais. Donc, ouais, effectivement, je comprends que c'est super incommodant, mais je serais curieuse de connaître pourquoi que ça a été enlevé. Il y a certainement peut-être qu'elle a été déplacée, peut-être qu'il y a un plan d'en remettre un petit peu plus loin. Mais là, c'est ça, j'ai pas le cas là, devant les yeux, mais je suis surprise. Je pense que de plus en plus, les municipalités sont très au courant qu'il faut aller vers ça, il faut en ajouter, s'assurer qu'il y en a là, sur les trajets. Puis, Ajouter un petit élément aussi, peut-être ça arrive, parfois en hiver on enlève le mobilier parce que justement ça rend plus facile le déneigement. Parfois, pour éviter les bris déjà avec les machines, donc peut-être que ça a été fait pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aînées qui en hiver vont reprendre la voiture parce que ça peut être compliqué d'attendre dans le froid. Aussi se rendre à l'arrêt de bus. Parfois le trottoir est pas praticable. Aussi il y a beaucoup les gros bancs de neige là entre l'autobus et le trottoir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui rend la chose très difficile. Donc, Alors, oui, donc, on va clore avec cette période de questions. Merci beaucoup, Maggie Harvey de avec Trajectoire plaisir. Québec. Merci, Victor Bouguin de Vivre en ville. Alors, merci de votre contribution. Merci des questions à vous toutes et tous. On va prendre une toute petite pause avant d'entamer avec notre dernier segment. Alors, merci et on reprend dans 2 minutes. Vous pouvez applaudir.